occulte vient faire dans cette affaire? On n'a jamais, quasiment, je suis sûr que la plupart des gens découvrent ce nom, et pourtant c'est un rôle très important. Oui, KRO2L. C'est un cabinet de renseignement international privé qui a son siège à Washington, qui est en fait une émanation de la CIA. Il s'en cache même plus beaucoup. De nombreux anciens officiers de la CIA travaillent ensuite pour Kroll, qui a des antennes dans le monde entier, et leur devanture, c'est faire de l'intelligence économique, c'est-à-dire qu'ils proposent à des entreprises de faire de l'espionnage pour leur donner des renseignements sur les marchés en cours, sur la vie des personnes, etc., sur qui il faut cibler pour avoir tel marché, etc. En France, ils se vantent, par exemple, il y a une dizaine d'années, ils se vantaient de pouvoir faire des écoutes téléphoniques de portables. Ah ouais. Oui, bien sûr. De pouvoir mettre des traceurs dans les voitures, de pouvoir délivrer de tas de choses à leurs clients. Ils se font payer assez cher. Il y a de nombreuses entreprises françaises qui ont recours à leurs services pour avoir accès à des informations. Et moi, je vous le donne en mille, le gendarme qui est venu me provoquer et me faire chuter dans ma carrière, le gendarme qui est venu, alors qu'on savait très bien que j'étais dans la merde, me proposer de travailler avec lui, de lui échanger des renseignements, etc., il bossait pour le cabinet Kroll. Et pour la DST en même temps. Voilà. Il a écrit un bouquin dans lequel il explique tout le travail qu'il fait. Un jour, si vous voulez, je pourrais vous l'amener. Si vous voulez interviewer quelqu'un qui a travaillé avec le cabinet Kroll, ben moi, je peux vous amener l'ancien gendarme qui m'a piégé à la demande de la DST du cabinet Kroll. Voilà. Alors, ce cabinet Kroll, c'est le fauné de la CIA. Ils font de l'interventionnisme dans tous les pays. Ils ont un bureau à Paris qui est dans le centre de Paris. Hein. Ils ont des beaux bureaux, très sécurisés. En fait, je crois qu'ils doivent avoir aussi l'aide, le support logistique de la NSA, parce que s'ils proposent des écoutes, c'est qu'il y a bien la NSA qui leur sert des trucs. En plus, ils sont très bien avec l'ambassade US. Enfin bref, c'est le fauné américain à Paris. Pour moi, c'est ça. Hein? Très bien. J'aurais appris quelque chose. Voilà. Et ce cabinet, donc, il a eu, selon vous, un rôle dans l'affaire Elf, c'est ça, Christine? C'est moi où j'étais, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est en 2000, au moment où, en 99, je crois, au moment où Eva Joly voulait incarcérer Roland Dumas. On ne sait pas trop pourquoi, mais bref. Il avait fait il avait donné une interview au journal Le Figaro et il parlait de ce fameux cabinet Kroll qui aurait monté le dossier contre lui. Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est très drôle parce que en 80, donc toute cette affaire, pour moi, la mienne et la sienne, s'est déclenchée en novembre 97 et en 96, Roland Dumas me disait, vous savez, on est en train de monter un dossier contre moi. Mais il ne m'avait pas parlé du cabinet Kroll. J'ai dit, comment ça? Il ne devait pas encore le savoir. Il m'a dit, il était alors ministre des Affaires étrangères, il m'a dit, vous savez, je suis très inquiet. Il y a un journaliste de Libération, dont j'ai oublié le nom, qui retranscrit le lendemain de mes rendez-vous en cabinet. C'est quand même très, très fermé. Hein, quand le ministre se réunit dans son cabinet, c'est étanche. Il retrouvait tout ce qui se disait dans Libé. Alors il avait fait investiguer un peu pour savoir qui était ce journaliste. C'était un Américain et qui avait un jour été dans un restaurant et les gens du quai l'ont entendu parler et raconter effectivement qu'il était en train qu'on l'avait chargé de monter un dossier contre Roland, donc déjà en 96. Voilà. Donc Eva Joly s'est greffée là-dessus. Ça a commencé donc avec surtout l'affaire Elf, où le Floch qui a été incarcéré d'ailleurs tout de suite. Et puis après, ils ont monté le dossier contre Roland Dumas. Mais alors, qu'est-ce que les Américains reprochaient à Dumas? Parce que Roland Dumas, il a quitté le Quai d'Orsay. Je vais vous dire ce qu'on reprochait à Roland Dumas. Vous voulez que je vous le dise? Oui, oui. Il a fait une politique pro-arabe. Ah, d'accord. Et il me disait toujours un jour, et je vais le payer très cher. D'accord. Voilà. Et il était quoi? C'est parce qu'en fait, on voit bien que ce genre d'officine, elles ont dans l'objectif donc de contrôler un peu. Alors il y a autre chose, française. Il y a autre chose qu'a fait Roland Dumas et que je voudrais souligner que c'est assez important parce que c'est un pays vis-à-vis duquel je m'intéresse énormément. Il a signé le 31 janvier 91, il a signé la fin du contentieux Eurodif. Et ça aussi, Eurodif, c'est une affaire énorme. On peut leur expliquer vite fait. Alors, Eurodif, je vais résumer. Sous le septennat Giscard d'Estaing,
on signe un accord de partenariat en matière nucléaire avec le Shah d'Iran. Avec l'Iran, voilà. Avec le Shah d'Iran. Donc, l'usine du Tricastin est montée avec des capitaux iraniens. Ce n'est pas que français, les Iraniens mettent de l'argent dans le capital de Rodif. En 79, il y a la révolution islamique, l'ayatollah prend le pouvoir. Que fait-on avec Eurodif? Alors là, c'est une histoire qui s'est passée vraiment en coulisses, en secret. Il y a eu deux clans dans la classe politique française. Il y a ceux qui ont dit on ne peut jamais discuter avec l'Iran des mollahs, et il y a ceux qui ont dit il faut discuter avec ces gens-là. Et cette bisbille explique, et sans doute à l'origine par exemple de la mort de Michel Barouin, qui est tombé dans son avion du Cameroun. Elle explique aussi probablement l'accident curieux dont a été victime l'ancien ministre de l'Industrie de Giscard, Michel Dornano. Michel Dornano. Michel Dornano. Oui, voilà. Et donc, il y a eu aussi les attentats, souvenez-vous des attentats en 86, rue de Rennes, tout à fait. la voiture qui explose. Voilà. On a eu pendant 2-3 ans des actes de terrorisme. Alors c'était la première cohabitation et les otages que la gauche n'était pas arrivée à faire libérer, c'était Pasqua qui voulait les faire libérer. On se souvient de cette guéguerre des otages pendant la première cohabitation. Tout ça, derrière, c'était le contentieux de Rodif. Il y a un bouquin qui l'explique très clairement. Et ce contentieux, Dumas l'a signé, l'a résorbé, il a signé à Téhéran la fin du bisbille. On a trouvé un accord avec les Iraniens et après, il n'y a plus eu aucun attentat, aucune mort suspecte après là-dessus. Donc, quelque part, Roland Dumas a eu le courage de dire, reconnaissons que l'Iran est un grand pays, que ce n'est pas du tout le diable comme nous le racontent les Américains, et il a pacifié les relations entre la France et l'Iran. C'est peut-être aussi pour ça que les Américains en voulaient à Roland Dumas. Aussi pour ça. Il n'y a pas que la politique arabe, c'est que oui, il a une politique pro-arabe, mais il a aussi fait la paix avec l'Iran et ça déplaisait fortement aux Américains. Parce que les Américains, donc, là on voit bien qu'ils exercent une forte influence, donc par le biais de ces sociétés un peu comme ces cabinets-là, comme Kroll, ils pénètrent comme ça donc des services de renseignement, ils influencent directement. Quoi. Parce que ça fait un discours qu'on a du mal à admettre. Hein, la plupart des gens ne se doutent pas de ça. Souvenons-nous quand même qu'on a tendance à oublier ce qui s'est passé en 1945. C'est qu'en 1945, on a été libéré, entre guillemets, j'aime bien l'expression libérale, on est libéré par les Américains, les Anglais, etc. Mais il n'y a rien de gratuit. C'est que les Américains ont laissé partout en Europe des agents d'influence, du stay behind, ils ont laissé des gens partout. Ils ne sont pas repartis comme ça, gentiment, chez eux. Coucou, on vous a libérés. Ils avaient en face d'eux la Russie soviétique de Staline qu'il fallait arrêter, combattre. Et tous les services de renseignement européens ont été totalement main dans la main avec la CIA, avec les services américains. Et ça a duré jusqu'à maintenant. Parce que dans les services français, il y a ceux qui étaient plutôt français qu'américains et il y a ceux qui étaient proches des Américains pour lutter contre les communistes. Donc les services américains ont toujours eu sauf à l'époque de De Gaulle et même de Mitterrand, il a fait très attention de maintenir une spécificité des services de renseignement français, mais on sait qu'une partie de la DST et un peu moins de la DGSE était très très proche des Américains. Survivance de cette lutte contre le monde communiste. C'est pour ça que les gens ne s'imaginent pas que même au sein des services, il y a des nuances, il y a des fractures. Il y a des gens qui sont plus patriotes. Moi, j'étais plutôt patriote que pro-américain. Comme Roland Dumas, il disait bon, d'abord la France et après on verra. Bon, le problème, c'est qu'actuellement, les choses se sont totalement inversées. On a plus des atlantistes et des sionistes au pouvoir que d'autres. D'ailleurs, Roland Dumas avait fait une remarque il y a 6 mois ou 1 an qu'il y avait valu. Et pourtant, il disait des choses vraies. C'est que si la France avait gardé l'image, la bonne vue, la troisième voie qu'avait fait De Gaulle, qui avait continué Mitterrand et qui avait aussi continué Chirac en disant non à l'Irak, non à l'intervention en Irak, si on était resté sur cette politique-là, on n'aurait jamais eu d'attentat en France. On n'aurait pas ce qui nous arrive. Or là, on a trop été à fond dans un camp, dans le camp de la politique américaine et israélienne, et on en paye les conséquences. On en paye les conséquences. On a exporté en France un conflit du Proche-Orient dans lequel on n'a rien à faire. D'ailleurs, j'ai écouté Roland Dumas il y a quelque temps, il y a eu une émission qui s'appelle Quai d'Orsay, j'enregistrais, elle est excellente cette émission. Et il dit que ils ont tout fait avec Mitterrand pour préserver les acquis de la politique gaulienne, que c'était très bien pour la France, et que même Hollande se servait du nom de l'Irak qu'avait fait Chirac et de Villepin.
Mais ce côté positif de la France, on l'a perdu en 2-3 ans. On l'a perdu parce qu'on a réintégré l'OTAN en 2011. Avec la guerre en Libye. Et on a voulu ensuite faire la guerre en Syrie, mais les Syriens ne nous ont rien fait, il faudrait quand même le dire. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les Syriens? Pourquoi on en bombarde des gens? Pourquoi on envoie nos avions bombarder Il y a des civils qui meurent depuis 3 ans sous les bombes françaises. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre Bachar al-Assad, à Fabius et Hollande? Rien. Mais rien. C'est hallucinant, cette espèce de volonté de vouloir diaboliser. Mec, c'est le peuple syrien qui doit dire s'il reste sur. Exactement. Ils vont voter, c'est pas Fabius à donner des ordres à Hollande. Exactement. Moi, ça me. Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, ça m'énerve. Parce que là, on a l'impression, donc, d'un point de vue politique étrangère, politique militaire, on suit la politique américaine, on est aligné. Et donc ça nuit quand même à la France, ça nuit énormément à l'intérieur et à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Alors, si on veut revenir à notre sujet qui était la corruption, parce que là, on a fait un peu des digressions avec l'actualité. Je dirais que Christine a été au cœur de plusieurs affaires d'État énormes. Je dirais que c'était un peu l'âge d'or de la corruption, ces années 90. Parce que autour de l'affaire Thomson, de l'affaire Elle dont on a parlé, il y en a quand même une autre immense d'affaires de corruption. Enfin, c'est la déroute du Crédit Lyonnais. Ah oui. Excusez-moi. Et là, et ça se passe à la même époque. C'est quand même Béret qui est ministre des Finances. Et le Crédit Lyonnais, c'est un hold-up de 140 milliards. Le Crédit Lyonnais nous a coûté 140 milliards de francs à la France. C'est à cause de ça qu'on nous fait payer le CRDS. Comme la facture de l'affaire des frégates, puisque Thomson... Ce sont les contribuables français. C'est les contribuables français qui sont en train de rembourser, tous collectivement, les milliards qui sont allés dans la poche de 15 personnes, c'est ça? Voilà. Alors... pour en revenir clairement à qu'est-ce que c'est que la corruption, c'est qu'à un moment, ceux qui ont ramassé les pactoles disparaissent, sont protégés par une justice qui n'a pas la même vigueur avec ces gens-là qu'avec le justiciable moyen. Parce qu'entre nous, ces types-là, les gens qui ont des bénéficiaires, ils ont une certaine immunité, ils n'ont jamais été vraiment inquiétés. Quand ils sont inquiétés, eh bien, comme on a dit, les témoins meurent brutalement, ou ils ont des cancers, ou ils ont des crises cardiaques. Bon, donc... Pour couvrir ces gens-là qui ont récolté des pactoles, c'est tous les contribuables français qui sont chargés de supporter l'amende de Thomson. Il n'y a pas beaucoup de gens que j'entends protester sur cette histoire. Non, pas du tout. Alors que ça, c'est vraiment scandaleux. Tout le monde paye la corruption, tout le monde la paye. Le CRDS avec le Crédit Lyonnais, et là, c'est tout le monde qui paye sur les frégates de Thomson. Et pas les coupables, et pas les vrais coupables. Oui, parce que cette affaire du Crédit Lyonnais... Mais non, les vrais coupables, ils ont l'argent dans les lagons bleus. Voilà, parce que dans les paradis fiscaux. Parce que cette affaire du Crédit Lyonnais, mise à part, j'ai envie de dire, l'implication de Bernard Tapie, qui est sorti du chapeau aussi dans cette affaire... Aucun politique n'a été condamné, il n'y a rien eu, rien, pas de procès, rien. On sait pourtant qu'il y a même eu un incendie au siège du Crédit Lyonnais. Le siège du Crédit Lyonnais a brûlé en 94, voilà. Et une semaine après, la société qui avait les archives de la zone portuaire du Havre, il y avait aussi un incendie. En même temps, il y avait le Crédit Lyonnais plus les archives qui brûlaient aussi. Voilà. Donc on a effacé les preuves. Ouais, donc ça tombait bien. J'ai regardé l'affaire des frégates, comment elle s'est terminée. Elle s'est terminée en affaire Clearstream. Vous savez que l'affaire Clearstream, au départ, c'est Van Oenbeck qui avait réussi, à travers Clearstream, où il y avait les comptes des gens qui ont touché les rétrocommissions sur la frégate à Taïwan. Il était content, il disait ça y est, je vais avoir les... Et sur le listing des coupables, des corrompus, ils ont rajouté 2 noms qui n'avaient rien à voir. Et ça fout en l'air tout. Il n'a pas réussi. Et il n'a pas réussi. Mais ça s'est terminé en eau de boudin avec l'histoire... Technique, Villepin, Sarkozy. Technique classique. Et l'affaire des frégates a été totalement enterrée. Et pire que ça, Van Oenbeck, ils lui ont trouvé un truc qui n'allait pas dans ses investigations. Je sais pas, il avait entendu un homme hors saisine. Bref, ils l'ont fait passer devant un tribunal de corporation, je veux dire à l'intérieur des tribunaux, et ils l'ont sorti. Et il n'a plus eu le dossier des frégates. Et là, on a tout fermé, tout verrouillé, terminé, c'est fini, circulé, il n'y a plus rien à voir. On ne parlera plus jamais des frégates à Taïwan. Il y a 20 morts et il y a des milliards qui se sont évaporés.
Omerta, l'omerta. Omerta. Total. Ouais. Non, parce que toutes ces affaires, voilà, c'est ça qui est quand même sidérant, c'est de voir les montants considérables déjà qui sont... voilà, on parle de 140 milliards, voilà, les milliards distribués de Elf, et pourtant, pas de coupable, personne à la fin, donc tout ça est passé à l'as. Il faut que les spectateurs et les citoyens comprennent bien que ce qu'on dénonce comme mécanisme, comme affaire, on ne peut pas refaire le passé, hein. On ne changera rien au passé. Ce qu'on peut simplement, c'est se servir de ces affaires pour en tenir des leçons pour l'avenir. C'est que ces affaires de corruption, elles coûtent très cher à tout le monde. C'est-à-dire que c'est une partie de notre PIB, une partie de notre richesse nationale qui pourrait être dépensée pour tout le monde. On pourrait par exemple baisser un peu les retraites, on pourrait augmenter les allocations chômage, on pourrait augmenter le taux de couverture de sécurité sociale, augmenter la retraite des agriculteurs qui bossent toute leur vie et qui sont payés une misère. Ils bossent 40 ans, ils ont 700, 600 euros de retraite. C'est inadmissible. Il y a des gens qui ont travaillé dur toute leur vie et qui n'ont à peine de quoi vivre. Les femmes divorcées, des fois, qui se retrouvent avec un RSA et 3 enfants à élever. Ces milliards-là, qui sont dans des paradis fiscaux, aux mains de certains membres de la classe politique ou de grands dirigeants industriels coupables, eh bien, si on avait empêché ce dévoiement, ces attitudes complètement criminelles, c'est des attitudes mafieuses, mais c'est tous les Français qui en seraient bénéficiaires. Donc c'est pas uniquement pour dénoncer le comportement d'un tel en tel, se dire que globalement, c'est le pays qui est perdant dans la corruption. Parce qu'en plus, ouais, on a l'impression que celui qui ose, voilà, hein, vous, peut-être le terme n'existait pas à l'époque, mais on parle de lanceur d'alerte, les gens qui, voilà, vous êtes Alors moi j'étais un lanceur d'alerte déjà sur le 11 septembre, ça m'a valu beaucoup de soucis dans mon travail. Après sur Bérégovoy, alors ça a été l'apothéose. Et en 2012, j'étais candidat anticorruption à Paris. J'ai fait une campagne de 15 jours avec un budget de 2500 €. J'ai eu 85 voix. Mais pour vous dire, à l'époque, comment les gens dans une circonscription ne sont pas informés, ne sont pas assez sensibilisés au problème de la corruption. Or, c'est quelque chose de fondamental. Quand on leur parle, ils ont l'impression que ce sont des romans policiers. On leur parle de... ah oui, l'histoire de... Ils sont habitués. Oui. Voilà, c'est une histoire... Mais c'est l'élite, c'est la classe dirigeante, elle a tous les droits. Ah, ben ça... Moi, j'entends ça. J'ai entendu ça. Ah, ben ça a toujours existé. Oui, voilà. C'est une espèce de fatalité. Oui, mais est-ce que les Français, justement, ils lâchent pas un peu trop facilement? Parce que là, quand on entend ça, c'est plutôt révoltant plutôt qu'autre chose. Ça nous conduit à une réflexion politique de plus grande envergure, de dire d'abord que les plus grandes machines à corruption, c'est les partis politiques. Alors, tout à l'heure, on a dit que Elf avait financé la droite pendant 3 décennies. Ensuite, Mitterrand a voulu rééquilibrer le système en disant la pompe Elf, il faut aussi que ça serve au PS. Le PS qui n'était pas expert comme la droite pour détourner l'argent. Donc ils ont fait des cabinets d'études comme Urbagraco, mais c'était grossier comme truc. La mécanique, elle a été vite démontée par Antoine Godino. Ils ont vite vu que c'était des cabinets fantoches, quoi. Bon. Et après, quand ils ont vu ça, ils se sont dit où est-ce que la droite prend son pognon? Ils le prennent dans la société Elf, mais nous aussi on veut notre dû. Et n'oublions pas aussi que à travers les rétrocommissions du pétrole, et moi j'ai travaillé au Gabon, donc je connais quand même bien le système gabonais. Le premier financeur des partis politiques, c'était Omar Bongo. Il finançait tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Quand il venait à l'hôtel Meurice tous les 2-3 mois, il avait les valises, etc. Il est partout. Il y avait le truc du FN, il y avait le machin de l'UDF qui est dans un coin. Ah, Chirac, ah oui, Chirac, il avait tout le monde, ils avaient tous quelque chose. Donc il a été au cœur du système politique français, Omar Bongo, parce qu'il finançait tout le monde. Bon, mais est-ce que c'est digne d'un pays comme la France, franchement, cette histoire-là? Parce qu'Omar Bongo, on sait qu'il est au cœur de la France-Afrique. Il donnait même, paraît-il, son avis sur des décisions du gouvernement français, qu'on l'appelait pour certaines dominations, pour des tours. Enfin, il avait un pouvoir sur le gouvernement français, contrairement à ce qu'on croit. Il a naviré des ministres. Hein, voilà. Jean-Pierre Cotte. Le dernier en date, c'était Sarkozy. Joyandet. Bockel. Oui, Jean-Pierre Bockel. Parce qu'il a dit me plaît pas et tout. Bon. La vie de Bongo comptait plus que la vie de l'Assemblée nationale, hein, ça c'est sûr. Non, parce que ce système de corruption à la française, alors très original, parce que c'est vrai qu'on va chercher des capitaux en Afrique, on se sert de Elf comme... parce que Elf a mal fini en plus. Mais est-ce qu'on peut voir derrière cette affaire, parce que, comme le laisse suggérer un peu Christine, qu'il y avait une volonté de
casser l'industrie française du pétrole et finalement la faire racheter en sous-main. Ouais. Oui, pas que du pétrole. Hein. Ouais. Globalement, de casser les grands groupes, les fleurons de l'industrie française. Regardez, Ron Poulenc a décliné, Péchinet a disparu, les grandes structures françaises des années 70 qui faisaient le fer de lance de la France ont été laminées. Ouais. Alstom, la dernière, c'est ça. En plus, pareil, dans une histoire très bizarre, parce que j'ai vu Éric Denessay qui en parle, qui nous décrit le scénario, c'est probablement à tomber par terre. Quoi, la guerre économique, c'est ça. C'est qu'on démolit aussi les adversaires par des moyens, n'importe quel moyen, qu'ils soient légaux ou illégaux. Hein. Parce que ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on a du mal à intégrer, c'est que justement, les États mettent les services de renseignement à contribution et pour les règlements économiques, quoi, des choses, des affaires, par exemple, quand on dit les services de renseignement travaillent avec Elf, il y a plein de gens qui pensent que c'est du complotisme et tout. Alors non, c'est pas du complotisme. C'est pas du complotisme du tout, c'est complètement réel. Les grands groupes travaillent en collaboration avec des services de renseignement. Que je vous dise quelque chose. Aux États-Unis, la NSA, qui a un budget colossal, elle n'est pas financée que par le gouvernement fédéral. Elle est financée par Raytheon, par des grands groupes informatiques, etc. Eux aussi sont financés par le privé, les Américains. La différence, c'est que la NSA arrose l'industrie américaine. C'est-à-dire que quand elle a des renseignements, je peux vous citer des affaires très précises. Par exemple, le marché de Airbus de l'Arabie Saoudite a été perdu par Balladur en 1994 à cause des écoutes de la NSA. Ils ont pris le Boeing. Balladur arrive et dans l'avion, il dit au fait quel est le dernier prix auquel nous allons proposer l'Airbus. Et sa conversation était interceptée et quand il arrive à Riyad, les Saoudiens avaient déjà par la NSA le prix auquel Balladur voulait vendre le Airbus. Donc Boeing a tout de suite dit aux Saoudiens, nous on va le faire un peu moins cher qu'Airbus. Donc nous avons perdu, la France a perdu ce marché. Un autre exemple, la couverture radar de l'Amazonie. Thomson était sur le rang et devait avoir le marché, couverture radar de l'Amazonie. Gros marché pour le gouvernement brésilien. Là, pareil, indiscrétion, écoute, c'est Raytheon qui a eu le marché, l'américain. Donc, vous voyez, et l'industrie américaine finance la NSA, mais la NSA donne des informations à l'industrie américaine. Le problème, c'est qu'en France, ça change, mais on a mis du temps à changer. C'est que longtemps, la DGSE n'a travaillé que pour le gouvernement français et n'a pas donné d'informations aux entreprises françaises. Il y avait un cloisonnement dans l'information. Et justement, maintenant, la nouvelle culture de l'intelligence économique en France tend à dire, par exemple, maintenant, il y a un spécialiste dans l'intelligence économique à Matignon, au GDSN. Il y a eu longtemps Alain Juillet qui s'occupait de ça. Voilà. Eh bien, maintenant, tend à dire, quand une entreprise française est en compétition avec une concurrente étrangère, il faut qu'aussi nos services l'aident. Sinon, ça ne sert à rien de financer des systèmes d'écoute, etc., des services. S'ils n'aident pas notre industrie, c'est pas productif. Parce que surtout qu'on a vu, alors là, en plus, voilà, je reviens un peu, mais c'est les déclarations de Snowden qui sont révélées, puisqu'il y a une affaire qui a été révélée au public, c'est que la NSA, précisément, espionnait tout le monde, y compris des chefs d'État des pays européens, de tous les pays en Amérique du Sud, partout, des conversations privées, même semble-t-il, même le portable d'Angela Merkel était sur écoute. Donc bien sûr. Alors justement, je veux revenir à notre sujet corruption et aux écoutes. Comme quand j'ai travaillé au SGDN, je me suis complètement spécialisé sur le réseau échelon, les interceptions de la NSA, etc. Bon. Quasiment, ils ont une banque de données qui est... Ils stockent en données l'équivalent de la bibliothèque du Congrès en 24 heures. C'est-à-dire qu'en 24 heures, ils ont l'équivalent de la bibliothèque du Congrès en écoute. Bon. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les services de renseignement américains ont quasiment tous les éléments sur la corruption de tous les gens dans le monde. Donc, que ça soit des dépôts d'argent dans les banques offshore, etc., les relations galantes, les rendez-vous sentimentaux, etc., la NSA, ils ont quasiment tout. Ça explique qu'après, des dirigeants européens, etc., soient vulnérables, puisqu'ils peuvent faire l'objet de chantage. Commencez à comprendre comment les choses se passent. Wow. Est-ce que, Christine, vous avez des choses à rajouter là-dessus ? Non, moi je vous écoute, non, c'est intéressant. Donc, on s'en doute, mais c'est bien de l'entendre. Mais absolument. C'est l'homme sexus economicus, comme on dit. Voilà, c'est que chaque homme politique, chaque chef d'État, chaque grand patron d'entreprise, etc., il a son dossier, tout ce qu'il fait, il est suivi. Et je vais vous en donner un exemple. Et je ne fais pas du complotisme, mais je crois que je ne suis pas loin de la vérité. La mort de Christophe de Margerie en Russie.
Ouais. Donc le président de Total. Le président de Total qui va négocier un marché de gaz et de pétrole avec la Russie et qui voulait libeller en euros. Ah oui. Ouais. C'était ça qu'il allait négocier. Il voulait vendre du pétrole en euros. Or, il y a une ligne droite, une ligne jaune à ne pas franchir. C'est que si vous contestez la vente de pétrole en dollars, vous êtes mort. Saddam, c'est ce qu'il a tué. Kadhafi, certainement aussi. Mais Marjorie aussi. C'est-à-dire que les Américains tiennent absolument à ce que dans le monde, le pétrole soit toujours libellé en dollars. Si vous vendez dans une autre monnaie, vous avez des soucis. Je me demande même si DSK n'était pas pour la vente de pétrole. On m'avait déjà expliqué ça. Donc lui aussi, je pense que la femme de ménage qui tombe bien au bon moment, parce que Christophe Margerie, justement, enfin pour ce qui est justement de son décès en Russie, son avion qui a décollé, même les rapports russes parle d'un assassinat. Alors ça, on va dire que les Russes sont des complotistes aussi, mais même les services officiels russes disent finalement, parce qu'il y avait une espèce de, je crois, de chasse-neige qui était sur la piste, qui n'avait rien à faire. L'intox, c'est qu'on raconte que le chauffeur du chasse-neige était complètement un ébriété total, il était ivre-mort et il avait passé la balise. Or, c'est pas du tout ça que conclut l'enquête, c'est que manifestement l'avion a été dévié et a changé lui-même de piste. Comme si l'avion, on avait bloqué les commandes, etc., pour qu'il se précipite sur le... Il l'a lui-même sorti de piste, l'avion. D'accord. Pour un pilote. Bon, voilà. Et qu'est-ce que faisait de Margerie il voulait négocier avec les Russes l'achat de gaz pour l'Europe en euros. Et souvenez-vous de la grande discrétion du gouvernement français qui, je crois, n'a même pas envoyé quelqu'un de haut niveau à son enterrement en Normandie. Christophe de Margerie a été enterré, je dirais, très discrètement. On n'a pas fait un hommage particulier. Et puis il était connu pour ses positions, on va dire justement pro-russes entre guillemets, et qui était absolument pas dans l'humeur du moment, puisqu'on était en pleine crise justement avec la Russie, avec l'Ukraine, campagne de dénigrement sur Poutine et sur les Russes dans les médias, et à ce moment-là on a un de nos dirigeants, on va dire, qui va à Moscou pour signer des contrats, et ça plaît pas du tout. Il en a été victime, je pense. Donc Une de plus. Une de plus, oui, il y a des victimes. Vous avez enquêté sur nombreuses victimes. Il y a une autre affaire, j'ai envie de l'évoquer quand même, parce qu'elle s'est passée en France, c'est l'affaire Diana. Et pareil, sur laquelle aussi on reste un peu circonspect sur certains éléments, mais sur l'affaire Diana, si un jour vous voulez un spécialiste, vous pouvez inviter mon ami Francis Ginery, avec qui j'ai fait la double mort de Pierre Bérégovoy. D'accord. Et parce que lui a écrit 2 livres et il a fait 1 ou 2 films sur l'affaire Diana. D'accord. Alors, pour résumer, rapidement, en fait, dans l'opération montée par les services MI6 en France, MI6, service de renseignement, c'est l'équivalent de James Bond, c'est eux. En fait, ce qu'il visait, c'était pas Diana, il voulait. C'est bon. En fait, il voulait éliminer Al-Fayed parce que Al-Fayed s'occupait d'armement. Et il était en train de contrarier un projet britannique de vente d'armement à l'Arabie Saoudite en 97. C'est le renouvellement des avions saoudiens. Donc c'est pas un crime people, c'est un crime là pareil qui est lié à des affaires d'armement, de gros sous. Quelque part, l'affaire Diana, c'est comme une affaire des frégates, mais réduite à 1 ou 2 personnes. C'est une histoire d'armement. Vous verrez pas ça dans les journaux people. Un jour, il faudrait que Francis vienne vous expliquer avec grand plaisir les résultats de son enquête, parce qu'il aboutit au fait que c'était lui qui était visé, non pas Diana. D'accord. Au moins pour ça, parce que à chaque fois, c'est quelque chose que peut-être qu'il va falloir répéter aux gens, mais il y a des crimes d'État. Mais bien sûr, il y a des crimes d'État. Non, parce que ça, c'est quelque chose que les gens, des fois, on a du mal à admettre. Mais vous avez une victime. Christine, vous avez été devant, votre vie elle a été mise en danger parce que vous avez parlé, donc les crimes d'État c'est quelque chose de réel. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Heureusement, c'est pas monnaie courante. Les gens, faut pas qu'ils aient. Ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive à des gens qui savent trop de choses dans des dossiers brûlants, des dossiers qui ont une grande importance économique, stratégique, militaire. Il y a des gens qui sont en danger et des gens qui sont tués pour des raisons d'État. Ça existe, comme Bérégovoy ou d'autres, c'est la raison d'État. Mais alors, de quel État, on peut se poser la question. Oui, alors ça c'est intéressant. De quel État Mais en tout cas, c'est pas l'État démocratique, c'est pas l'intérêt général. Est-ce qu'on peut parler d'État profond? C'est une expression qu'on a souvent utilisée. C'est-à-dire que dans l'État, il y aurait plusieurs tendances et finalement une espèce d'État qui, on va dire, qui pourrait diriger un peu les choses. Alors, j'adore cette conception d'État profond.
qui a été développé par Peter Dale Scott, le diplomate canadien, qui est très intéressant, Peter Dale Scott. Alors, il explique qu'en fait, l'État profond, c'est un petit groupe qui n'est pas clairement identifié, mais c'est lui qui prend les vraies décisions, les décisions importantes. Par exemple, Pearl Harbor. Il y a un groupe derrière qui décide de Pearl Harbor. Il y a aussi, par exemple, le siècle dernier, qui a assassiné Lincoln? Mystère. On ne sait pas qui a assassiné Lincoln. On a arrêté un type, mais il y a un complot derrière. Qui a assassiné John Fitzgerald Kennedy? Alors là, on est vraiment dans l'état profond. On a noyé le poisson avec la commission Warren, avec le Lee Harvey Oswald. Enfin, vous connaissez l'affaire. Bon, tout ce qu'on a sorti, c'est complètement des affabulations. On sait bien que Kennedy a été tué par l'État profond américain. L'État profond, le premier qu'il dénonce, sans doute, c'est Eisenhower. Quand il quitte le pouvoir, il fait un discours énorme en disant il faut que les démocrates américains fassent attention de ne pas se laisser submerger par le lobby militaro-industriel. C'est intéressant que ce soit l'ancien commandant-chef des armées alliées qui le dise. Il était quand même bien informé, ce gars-là. Ronald Reagan, ancien acteur d'Hollywood, ça n'aurait pas été très crédible. Mais qu'Eisenhower, en 60, dénonce la menace du lobby militaro-industriel, c'était quand même important. 3 ans plus tard, c'est Dallas, c'est l'assassinat de Kennedy. Et l'État profond, on le retrouve au 11 septembre. C'est pareil. Mais ils veulent quoi, les terroristes? Ils abattent des tours pour faire la guerre au Proche-Orient, etc. C'est pas clair. La commission sur le 11 septembre, c'est une mascarade totale. Voilà, c'est qui a suscité évidemment des tas de réactions, évidemment controverses aux États-Unis. Alors, ce qui est inquiétant, moi, ce qui m'inquiète en tant que citoyen français et qu'ancien policier français, c'est que je pense qu'on a maintenant un État profond français. Un État profond qui arrive en France. Alors, quand on a des affaires comme des affaires de corruption, finalement, on devine un peu les lignes, on identifie les coupables, on identifie les gens qui sont bénéficiaires, mais c'est pas non plus très clair. Il y a toujours du secret derrière, il y a toujours du mystère. Tout est caché, les témoins ont peur. Quand ils sont vivants, elle a le courage de s'exprimer, Christine, ce soir. C'est quand même méritoire, faut le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent se terrer dans l'anonymat et oublier. L'amnésie souvent est salutaire. Bon. Alors, quand il y a des affaires mystérieuse, je dirais, en France, ce qui m'embête, c'est que depuis une dizaine d'années, on a trop d'attentats bizarres. Je dirais qu'on a trop d'attentats bizarres. Reprenons l'affaire de la maternelle de Neuilly. C'est pas clair. Oui, c'est pas très clair. Ouais. C'est pas très clair. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient à Neuilly. Bon, on a compris qu'il avait assuré la promotion de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est clair. Ça, on a bien compris. Bon. Les attentats, que ce soit du 13 novembre ou les attentats de Charlie Hebdo. Moi, je reste sur ma faim. Je ne suis pas du tout satisfait de ce qu'on nous dit à satiété. C'est pas parce qu'on nous assène un mensonge 10 fois par jour pendant des mois qu'il est une vérité. Non. Pourquoi en plus, justement? Alors, est-ce que dans ces affaires-là, ça c'est une question que j'ai envie de vous poser, toujours il y a une affaire, et puis dans les semaines qui suivent, on va dire, ou dans les mois qui suivent, apparaissent tout d'un coup tout un tas d'éléments contradictoires, etc. C'est quoi? C'est des erreurs de... C'est parce que, moi je dis ça parce que, par exemple, dans cette affaire-là qui vient de nous tomber dessus avec le vendredi 13 novembre, effectivement, il y a pas mal d'éléments quand même bizarres. On voit pas les photos, bon, ça peut arriver, mais des kamikazes qui se font exploser à côté de gens, ils s'explosent tout seuls. Une personne qui nous est présentée comme une femme kamikaze, puis 2 jours après, on nous dit, bah non, elle, c'est du genre plutôt à faire la fête, à aller s'éclater en boîte. En général, n'oublie pas de laisser leur carte d'identité à proximité. Ah oui, alors oui, ça c'est comme au 11 septembre, on retrouve un passeport, on retrouve des cartes d'identité dans les voitures, là on retrouve aussi des passeports. On va faire des gilets pare-balles en passeport bientôt. Non, mais je trouve ça quand même inquiétant. Parce que on habitue l'opinion à des actions violentes, parce qu'il y a quand même des morts, il y a des gens qui sont tués qui n'y sont pour rien, et après on nous donne des versions qui ont l'air concoctées de cabinet Kroll ou d'autres, des versions qui sont toutes faites. On nous sort des choses toutes faites. On ne peut pas dire qu'il y a de l'investigation. On ne peut pas dire qu'il y a de l'investigation. On a tout de suite, paf, une version, et qu'on nous resserre en permanence. Bon. Si on n'y fait pas attention, un jour, ça sera des choses bien plus graves qui vont nous arriver et sur lesquelles on ne pourra même pas enquêter du tout. Donc, il y a un devoir de vigilance, un devoir de résistance, de ne pas admettre tout ce qu'on nous dit comme étant vrai pour être vrai. Puisqu'on parle de corruption, on sait que nos dirigeants, nos élites sont corrompus, donc ils ne peuvent pas nous dire la vérité. On sait que les médias sont achetés, que les médias de masse sont là pour servir des intérêts qui sont passés du peuple, du tout. Donc, l'État profond, qui est aux États-Unis depuis un siècle,
je vois des signes qu'il arrive en France. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est parce que je me dis, ces gens-là n'ont rien de démocratique, c'est une oligarchie obscure, et un jour, petit à petit, ils prennent les manettes. Petit à petit, ils prennent les manettes. Parce que ces attentats-là auxquels on a assisté, ça contribue à quoi? À un agenda plus grand? Ça contribue à nous faire accepter des mesures réductrices des libertés. Réductrices des libertés. On réduit les libertés. Alors, moi je veux dire une chose. Si on veut être un peu visionnaire sans être catastrophiste, pour l'instant, on a des socialistes, mais je ne sais plus très bien ce que ça veut dire socialiste au pouvoir, je ne comprends plus. On a une vision. Ce ne sont même plus des socialistes, ce sont des gens qui sont là pour gérer les affaires décidées par d'autres. Bon. Demain, peut-être qu'on aura la droite, mais là, pareil, la droite, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Mais un jour ou l'autre, on donne des moyens exorbitants du droit commun. Un jour ou l'autre, on ne sait pas qui peut arriver au pouvoir en France. On peut avoir des circonstances exceptionnelles. Quand vous voyez déjà, avec les 130 morts à Paris, ce que tous les Français acceptent, c'est-à-dire un état d'urgence de 3 mois, qui plombe notre économie. Un jour ou l'autre, si on a 3, 4, 5 000 morts, on va accepter quoi? Un général prendre le pouvoir? Un militaire? Mais un jour ou l'autre, les Français vont avoir tellement peur, qu'ils vont être prêts à accepter n'importe quoi. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Que s'il n'y a pas une vraie vigilance, mais des démocrates, mais quels qu'ils soient, de gauche, du centre, c'est maintenant une question de survie. Si on ne fait pas attention à ce qu'on vit, à ce qu'on va nous faire accepter, un jour, on va se réveiller en dictature. Sans en avoir l'air. Pour nous protéger. Mais on le sait très bien que c'est toujours pour nous protéger. On le sait très bien. Voilà. C'est orwellien un peu. Voilà. Justement, vous, Christine, qui avez vécu avec, on va dire, vous avez aussi été près des centres de pouvoir, est-ce que il y a un cynisme qui règne ou alors une insouciance? C'est quoi l'état d'esprit des gens de pouvoir? Cynisme, oui. Ouais. Le peuple est en fond. Ça fait des... J'ai de l'écho. Ah, ils vont essayer de corriger ça. Le peuple est encombrant, bien sûr. Beaucoup de cynisme. Ouais. Et surtout, moi je suis arrivée dans ce monde sans vraiment le connaître. Bien sûr, j'ai eu un premier mari qui était ministre de Chirac. Ouais. Avec qui j'ai très peu vécu. Ensuite, j'étais avec mon deuxième mari, était Thomson Medical, directeur général. Donc, je voyais beaucoup de politique à travers lui. Mais je ne connaissais pas vraiment les dessous. Je suis rentrée chez Elf, mais complètement inculte en la matière. Donc, j'ai appris sur le tas et j'ai été effrayée de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu. Que ce soit du côté de Elf, des industriels, ou que ce soit du côté des politiques, c'est effrayant. Ouais. Le peuple, de toute façon, il n'y a plus de démocratie, le peuple, il ne peut plus rien faire. On lui demande de mettre un bulletin et puis de casser. C'est ça, de toute façon, le bulletin, il n'a pas le choix. Hein. Ouais. C'est entre la peste ou le choléra. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quand vous dites, je suis très inquiet, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire le peuple français? Garder l'esprit de résistance, quelque part. Garder l'esprit de résistance. Je vais prendre des questions du public, les métanautes qui sont bien connectés. Alors, par exemple, on me dit, est-ce que l'organisation des services secrets est construite sur un système pyramidal? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a que les tout en haut du sommet de l'organigramme qui connaissent réellement les buts et les objectifs des actions? C'est-à-dire oui. Alors, le principe quand même de tous les services secrets du monde, c'est le cloisonnement. C'est que, normalement... dans les services secrets, les gens ont une partie du travail, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne doivent pas savoir la finalité de leur action. Ça garde la confidentialité. C'est comme les cellules, c'est comme les cellules terroristes, si vous voulez. Vous avez la cellule ABCD, etc. Chacun a une petite parcelle de travail à faire. Il ne doit pas maîtriser un ensemble. D'abord, les services secrets ne font pas n'importe quoi. Il y a une énorme hiérarchie. C'est comme dans la police. On ne peut pas admettre des frondeurs ou des francs-tireurs, donc il y a quand même un contrôle qui est bride courte. Hein. C'est-à-dire que ce soit les policiers ou les gens des services secrets, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Surtout que là, quand vous agissez, si vous faites une bêtise, la responsabilité que vous engagez, attendez, elle est énorme. Pensez au Rainbow Warrior, par exemple. Ouais. Pensez à l'affaire des paillotes du préfet Bonnet. En Corse, voilà. Sûr. Les gars, ils font une action, ils vont brûler une paillote, ils laissent des traces. Le Rainbow Warrior, c'est pareil. Ça finit en cataclysme politique, en scandale, etc. Donc, ce sont quand même des services qui sont très contrôlés et c'est normal. Les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils le font dans une stratégie bien déterminée qui est
qui est décidé par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense. Mais quand vous connaissez les gens des services secrets, d'abord, il y a plusieurs typologies. Il y a l'homme d'action, il y a celui qui est capable de faire tout et n'importe quoi du moment qu'on le lui demande, mais il y a aussi des gens de grande valeur intellectuelle. Dans les services, il y a des gens remarquables. Vous avez des gens qui parlent couramment le chinois et qui ont passé 20 ans en Chine. Il y a des gens qui parlent couramment le russe et qui ont vécu 20 ans en Russie. Moi, dernièrement, j'ai rencontré, c'était même il y a très peu de temps, j'ai vu quelqu'un qui connaît remarquablement bien une zone instable du monde. Il en parle 3 langues différentes du pays. Il a passé 5 années dans chacun de ces pays. Et moi, je voulais connaître un peu cette région. Et pendant 3 heures, il m'a décrit la culture de ces pays. C'est quelque chose. Il y a des hommes ressources qui sont extraordinaires. C'est comme au Quai d'Orsay. On parle de Roland Dumas, etc. Mais vous avez des diplomates qui sont absolument des types sensationnels. Oui. Ils connaissent très très bien les pays dans lesquels ils travaillent, etc. Alors, les services secrets, ils ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Surtout pas. Sinon, vous risquez d'être exclu ou de disparaître, voilà, parce qu'on ne peut pas tolérer des artistes ou des gens qui sont pas possibles. Mais parce que dans ces opérations-là, comme justement Rainbow Warriors ou les Paillotes, bon, on voit bien que c'est le plus haut sommet de l'État qui est impliqué, mais pourtant, c'est plutôt... Il y a toujours les fusibles. Hein. Ah, voilà, ce sont les petits qui trinquent, j'ai envie de dire, les faux épouturages, qu'au début, c'est vrai que c'était un peu la catastrophe, parce que la France, au début, elle a nié, elle a dit non, c'est pas mes agents, et puis après, ils se sont trouvés au pied du mur, à dire, si, finalement, je crois qu'ils sont... Il y a eu la même chose en Iran aussi, avec cette fausse étudiante qui prenait des photos, que les Iraniens avaient dit, mais elle est desservie, elle nous espionne, et puis pendant des années, on a fait, non, c'est une étudiante, puis à la fin, on a dit non. C'est vrai qu'elle était peut-être en mission pour la DGSE. De toute façon, tous les États ont des services secrets, je l'ai dit au début, au démarrage, bien sûr. Et tous les services essayent de recruter des sources. Je dirais que c'est de bonne loi. Les Chinois recrutent des gens pour espionner les Français pour espionner les Chinois. Tout le monde, c'est normal. Alors vous avez le renseignement ouvert, le renseignement fermé, puis vous avez la zone grise. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses complètement illégales ou des choses semi-légales. Ça, tout est... L'art de l'intelligence économique, c'est ça. C'est de faire des choses légales, plus ou moins illégales, et puis complètement illégales. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure des écoutes téléphoniques proposées par le cabinet Kroll, c'est complètement illégal. Puisque il n'y a que les services français, il n'y a que la justice française qui a le droit d'intercepter des communications légalement. Un cabinet privé ne peut pas le faire, mais Kroll le propose. Voilà. Donc ça devrait être... Et s'il le prend, oui, c'est presque interdit. Je suis d'accord. Ça devrait sauter sur notre chaîne. Alors, d'autres questions où on me dit concrètement comment se passent les liens entre les cercles politiques, le monde des affaires économiques et les services secrets. Y a-t-il des réunions comme au CFR, la Trilatérale, Bilderberg, pour décider ce qu'on va faire? Je dirais, longtemps, ces milieux ont été assez étanches. C'est-à-dire que les hommes politiques français sont connus pour être depuis longtemps pas férus de services secrets, d'histoires comme ça. La classe politique américaine ou anglaise est bien plus proche des services secrets américains et anglais que ne le sont les services en France. C'est-à-dire que les hommes politiques français ont toujours considéré les histoires de services secrets comme des histoires de seconde zone. Ils ne voulaient pas se salir les mains. Bon. Mais avec ce qui se passe au niveau insécurité, terrorisme, etc., tout ça a pris un autre impact dans nos sociétés. Donc maintenant, de plus en plus de députés, d'hommes politiques, de sénateurs s'intéressent à ça. Et on voit de plus en plus de colloques, de réunions, de dîners, où vous avez des hommes politiques, des gens des services. Les anciens policiers se recyclent. J'ai beaucoup de collègues qui sont des tas d'entreprises de renseignement, des grandes industries. Nombreux anciens de la DGSE sont ensuite consultants dans des entreprises, etc. Donc, il y a maintenant une osmose qui se crée, où on a compris que le renseignement, comme je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de l'avoir et s'il ne sert pas. Donc, le renseignement qu'on a, il faut mieux qu'il serve aux entreprises françaises pour essayer de sauver des emplois français. Voilà. Il ne faut pas voir que le côté obscur. Comme on dirait à Star Wars, il n'y a pas que le côté obscur de la force, mais il y a aussi le côté appui des services pour les entreprises françaises, qui en ont besoin. Parce que, comme je l'ai dit, les entreprises américaines, elles en bénéficient des services américains. Et longtemps, les entreprises françaises se sont plaintes de ne pas avoir le soutien de la diplomatie ou des services secrets français. C'est en train de changer. Il y a des précurseurs.
Il y a Alain Juillet qui a fait beaucoup de choses pour que ça passe. Il y a des diplomates qui se sont ouverts. Il y a certains hommes politiques. C'est encore nouveau. Ça arrive. D'accord. Là aussi, on s'américanise. Oui, parce que les Américains, bon, ça devient une histoire, mais on voit qu'ils mettent tous les moyens de l'État, en fait, au service des entreprises. Oui, mais comme je vous ai dit, le budget de la NSA, ce n'est pas que le budget fédéral. Ils sont aidés par le privé. C'est pour ça qu'on a parlé même de membres de la NSA présents au conseil d'administration de Microsoft ou de Google, etc. Tout ça, c'est parfaitement crédible, quoi. Ils travaillent main dans la main. Tout à fait. D'accord. Alors, on me dit... Est-ce que vous savez réellement si chaque citoyen est surveillé par les services secrets? Est-ce que c'est vrai? C'est quoi la surveillance qui est opérée sur nous concrètement? On a du mal à voir. C'est quoi? Par le portable, par les mails? Alors d'abord, une chose, il ne faut pas faire de parano. Tous les citoyens ne seront pas surveillés par les services secrets. C'est pas vrai. Non, c'est impossible de toute façon. C'est impossible. Bon. Mais qui c'est qui garde? Maintenant, voilà comment ça s'opère. Et j'ai participé au début des négociations quand j'étais dans les services au SGDN il y a une quinzaine d'années. Ceux qui conservent vos informations vous concernant, c'est qui essentiellement? C'est les opérateurs téléphoniques. Oui. Et ce sont les providers de services Internet. C'est eux qui ont vos données de connexion, etc. Alors, au début, ces opérateurs téléphoniques et de connexion les effaçaient très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois, on n'avait plus de traces. Mais maintenant, pour retrouver la trace de criminels ou de délinquants, alors qu'ils ne l'étaient pas, mais ils ont communiqué comme tout un chacun, maintenant les providers, services Internet et les opérateurs téléphoniques ont l'obligation de garder maintenant leur durée de connexion pendant 3 ans. Avant c'était 1 an, maintenant c'est 3 ans. Donc normalement, légalement, si vous ne faites rien, vous n'avez pas de souci, mais si un jour vous commettez un crime ou un délit, et qu'il y a une enquête judiciaire, on pourra aller regarder vos données depuis 3 ans en arrière. Je ne sais pas ce qui a été fait sur l'état d'urgence, actuellement les dispositions légales. Je sais qu'ils ont donné beaucoup plus de pouvoir aux services de renseignement. Moi, je vais dire une chose. Si on donne plus de pouvoir aux services secrets, à la police, pour arrêter les assassins, mais moi je suis d'accord. Si c'est pour éviter qu'on tue des innocents, qu'on soit tué, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas utiliser ces prérogatives exceptionnelles pour faire autre chose? Pour espionner les gens. C'est le problème du Big Brother. C'est un problème qui a été posé par Orwell dans les années 50, déjà. C'est que on est d'accord pour qu'on lutte contre le terrorisme, contre la grande criminalité. On est tous d'accord. Mais, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait un contrôle vigilant. La CNIL, normalement, était faite pour ça, mais la CNIL n'a pas assez de moyens. Ces moyens sont insuffisants. Là, l'état d'urgence, j'ai vu l'autre fois le député Urvoas qui essaye de vérifier qu'il n'y ait pas de dérive. Mais parce qu'on démarre un petit peu l'état d'urgence. Si on nous habitue à vivre dans l'état d'urgence, et si après on aggrave, imaginons qu'il y a encore un autre attentat, qu'on soit sous l'article 16, un régime d'exception, on ne pourra plus rien contrôler. Donc je dirais, il faut isoler les gens qui menacent nos vies, la sécurité, d'accord. Mais il faut surtout faire en sorte que les services se concentrent sur ceux qui sont menaçants et que les autres vivent en paix. Et là-dessus, prolonger l'état d'urgence trop longtemps, c'est grave pour notre économie. Il y a des tas de réunions internationales qui sont suspendues, qui vont se faire ailleurs qu'en France. Donc derrière les attentats, il n'y a pas que des vies humaines qu'on a plombées. On a plombé un pays, on a plombé une économie, on a cassé un art de vivre. Les gens, vous savez, le proverbe allemand, c'est glücklich wie Gott in Frankreich. Heureux comme Dieu en France. Voilà. Bon, eh ben, maintenant, on est en train de nous casser tout ça. Et je dirais qu'au lieu de nous servir en permanence la sauce des attentats, oublions, on n'a pas oublié ce qui s'est passé, mais passons à autre chose. Il faut que le pays reprenne le cours de la vie. Et puis, nous, on pleure 130 morts, mais les Français ont-ils réalisé, comme je disais tout à l'heure, que nous avons tué des civils en masse en Libye, en Syrie? On n'a pas vu d'images fracassantes dans nos médias. Mais nous aussi, la France, collectivement, on a du sang sur les mains. Et comme on dit dans la Bible, qui tuera par l'épée, périra par l'épée. Donc, arrêtons de nous mettre dans des engrenages de guerre et de violence. Sortons-nous de ces zones de conflit et la France retrouvera la paix sociale et elle retrouvera son estime internationale qu'elle avait. Quand on a dit tout à l'heure du temps de Roland Dumas, on faisait une politique équilibrée, sous Chirac une politique équilibrée. Il faut arrêter de s'engager, plier les poings liés derrière l'armée américaine et de faire ce qu'elle-même ne peut pas faire. Parce qu'Obama a eu le prix Nobel de la paix et qu'il est à la fin de son mandat. Il ne veut pas envoyer ses soldats. Il envoie les soldats français à la place. Non, alors il faut arrêter. Quoi. Puis c'est très pratique ça en plus, comme ça.
quand les guerres, en plus, c'est la France qui prend l'image des guerres, parce que les États-Unis, c'est désastreux ce qui leur arrive en Irak. Ils savent que niveau faire la guerre soi-même, c'est pas terrible. Donc, du coup, c'est bien quand il y a des supplétifs comme ça qui vont faire... justement, sur l'échiquier mondial, que la France en soit réduite à être le supplétif de l'armée américaine, je dis non, et moi ça m'insupporte, j'en en peux plus, de voir l'armée française faire des objectifs qui ne sont pas la stratégie de notre sécurité nationale à nous, et qui nous font courir des risques qu'on n'avait pas, que nous n'avions pas. Souvenons-nous, jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait pas de problème en France. Une des bonnes mesures qu'on a oubliées complètement de Hollande, il nous a retiré d'Afghanistan. Il y en a une. Oui, voilà, j'en ai trouvé une. Il a retiré l'armée française d'Afghanistan. Il y a peut-être que ça. Mais bon, il a osé le faire. Maintenant, je ne sais pas s'il le referait, mais bon... du moins, c'est juste à son crédit qu'on ne soit plus en Afghanistan. Hélas, ensuite, ça a été pour dériver sur la Syrie. Bon, il y a peut-être d'autres questions. Alors, il y a d'autres questions. Une affaire que je connais très mal, mais on me dit, pour Monsieur Marty, avez-vous des détails concernant l'affaire du général Rondeau, viré par les soins de Sarkozy, remplacé par Berthier, ainsi que l'éventuelle implication de ce dernier dans l'empoisonnement du couple Cantat-Trintignant? Non. Ah, bon. Okay. Alors, ça a l'air intéressant, mais bon... Alors, bonsoir Madame de Viejoncourt. Oui, alors il y a une chose qui m'intéresse, c'est l'histoire de Coluche. Ah bah Coluche, oui, oui évidemment. Alors je vais faire la question. Alors, on me dit, Monsieur Marty, de sérieux soupçons ont été émis ces dernières années concernant la mort de Coluche et récemment celle de Daniel Balavoine. Quel est votre avis à ce sujet? Alors, j'ai apporté un petit livre qui parle des célébrités mortes de façon étrange. Là-dedans, on retrouve évidemment Bérégovoy, on retrouve le pape Jean-Paul Ier, qui voulait faire des ménages dans les finances du Vatican. On retrouve Lady Di, on a parlé, et on retrouve Coluche. Je pense vraiment que la mort de Coluche n'est pas naturelle, elle n'est pas due à un accident. Il y a trop de témoignages qui indiquent qu'il ne roulait pas à 90 ou 100 km/h. Comme on nous l'a affirmé au début, d'ailleurs. Comme vous avez, qu'il roulait à 50 ou 60 km/h et que le camion qu'il a heurté lui a visiblement coupé la route. Bon. C'est-à-dire il arrive comme ça, et le camion, en fait, pour bien comprendre, le camion tourne, c'est-à-dire que lui, il arrive sur la route comme ça, normal, très faible allure, et le camion lui coupe littéralement la route. Ouais. Alors, quand on creuse un petit peu cette histoire, on se rend compte que ce camion transportait des gravats qui venaient d'une gendarmerie voisine. On se demande bien pourquoi. Que dès que l'accident a eu lieu, les gendarmes ont tout de suite barré les accès et empêché que les gens viennent prendre des photos, contester. Bon, ça ressemble vraiment à une opération des services, la mort de Coluche. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que Coluche dérangeait la classe politique, tant la droite que la gauche. En 80, il avait voulu déjà être candidat face à Giscard, entre Giscard et Mitterrand. Il aurait peut-être eu 2-3%, c'était au démarrage de sa carrière. Mais en 86, c'est autre chose. Il avait lancé les Restos du Cœur, qui ont maintenant 30 ans. Il avait une popularité certaine. C'était l'histrion de la classe politique. Il jetait du poivre partout. Tout le monde riait. Et il promettait, lui aussi, de renouveler la classe politique, etc. Donc, qu'il y ait eu un accord tacite droite-gauche pour éliminer Coluche, pour moi, ça ne fait pas de doute. Daniel Balavoine, je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'éléments sur l'accident qu'il y a eu. Non, on va recevoir Jean-Pierre Pernin là-dessus. Bon, c'est très bien. Au mois de février. Mais du moins sur Coluche, alors il y a quand même des parallèles en plus avec la mort de Bérégovoy. Important, c'est que Coluche, il meurt juste au début de la première cohabitation. Béré, lui, c'est au début de la seconde cohabitation. Et toujours dans des endroits isolés. Il n'y a pas beaucoup de témoins. Et quand on regarde ces affaires, on nécessitait une préparation. C'est-à-dire que ça nécessite de connaître les habitudes de la future victime. Il faut connaître ce qu'il fait en dehors de son activité professionnelle. Par exemple, les gars, ils savaient que Coluche faisait de la moto sur les hauteurs de Grasse. Comme on savait que Bérégovoy allait fréquemment se promener pour se détendre au bord du canal. Donc, il y a des repérages qui se font. Donc, visiblement, là... Dans les deux affaires, il y a la patte de service. Moi, je suis persuadé que les deux ont été éliminés sur commande. Ouais, parce que c'est des gens qui dérangeaient véritablement l'establishment. Alors, oui, on me demande, c'est vrai, un peu plus d'informations. Quels produits mettent-ils dans les voitures pour créer des maladies? C'est vrai que ça, c'est... Alors, la nature exacte du produit, je ne la connais pas, mais je pourrais me renseigner. Vous avez des espèces de petits produits qui sont très radioactifs.
Donc, vous savez, quand vous allez passer une radio des poumons, on vous dit ne restez que 30 secondes, etc. Bon, eh bien, avec ces petits appareils qu'on simule sur une voiture, vous allez avoir, si vous mettez le compteur Gégère, alors là, il va exploser. Vous allez avoir la radioactivité qui vous avez à côté, à 20 mètres d'une Donc, en une semaine ou 15 jours, vous avez un cancer, fulgurant. D'accord. Et ça existe. Ça existe. Alors, une question justement, tiens, pour Christine. Que pensez-vous des idées et du revirement de ces dernières années de Monsieur Dumas concernant ses critiques de la gauche et du système géopolitique? Christine, à vous. Christine Oui, Allez, on l'avait perdu, Christine. Non, j'écoute, je suis très intéressée par tout ce que dit Monsieur Marty, vraiment. Des choses que je sais, que j'ai déjà entendues, mais avec plus de précision, donc c'est très intéressant. Ce que je pense de Roland Dumas, c'est vrai que c'est un homme qui a fait partie de ma vie pendant 10 ans et qui s'est mal conduit, donc le moins j'en entends parler ou j'en parle, le mieux je me porte. Mais bon, il faut reconnaître que bon, c'est un homme qui est vieillissant aussi, mais il n'est pas complètement... je crois qu'il est libre. Et je l'ai entendu récemment alors qu'il... ça m'a un petit peu étonnée d'ailleurs. Il critique fortement le pouvoir en place actuellement. Oui. Très virulent d'ailleurs. Comment vous dire je me rappelle à l'époque de Mitterrand... vous savez, Roland Dumas est un grand bourgeois, il n'avait rien de socialiste. Mitterrand également. Oui. Et je crois que j'ai jamais bien compris d'ailleurs. Ce sont deux avocats. Hein. Ce sont deux avocats, ce sont deux grands parleurs. Roland Dumas est un homme très très riche, très riche, un très très grand collectionneur. Ouais. On se demande ce qu'il fait dans le milieu socialiste. Ouais. Et c'est vrai que je crois que ça ne l'intéressait pas trop, ni Mitterrand. Le peuple ne les intéressait pas. Mais je crois que c'est un peu le travers de tous les hommes politiques. Ils sont là aujourd'hui, c'est pas pour le peuple, ils sont là pour leur carrière, ils sont là pour se remplir les poches, ils sont là pour être réélus. Moi, j'entends tout ce qui se passe, je vois les gens souffrir aujourd'hui, je vis dans des campagnes reculées où je vois les gens commencer à faire attention en allant faire les courses pour bouffer. Je suis désolée, qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui? Vous voyez, c'est les gauches ou droites qui sont les mêmes se battre pour quoi faire pour garder le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils apportent qu'est-ce qu'ils apportent au peuple? Qu'est-ce qu'ils apportent à la France? Alors Roland Dumas, ce qu'il peut dire aujourd'hui, moi ça m'intéresse pas. Il fait ce qu'il veut, il a l'âge qu'il a, je pense que maintenant il devrait se taire. Alors, voilà, on a encore pas mal de questions. On nous dit par exemple... Encore une question pour vous, Christine. Allez, les années ont passé, regrettez-vous les privilèges et le train de vie fastueux de la période elfe, ou au contraire, comme dirait la maxime, pour vivre heureux, vivons cachés? Alors, j'ai travaillé, parce que ça, c'est Eva Joly qui a dit que mon travail était fictif, parce qu'effectivement, j'avais pas de bureau chez Elf et que Alfred Sirven n'avait pas voulu, donc ça s'est retourné contre moi. La vie fastueuse, mais c'est qu'est-ce qu'on appelle une vie fastueuse? J'avais un salaire en francs de 11 000 francs par mois et j'avais une carte de crédit quand je devais bouger, prendre des avions ou aller dans des hôtels à New York ou dans l'autre bout du monde pour retrouver Roland Dumas, pour passer des messages urgentissimes. Donc, je n'avais pas avec 11 000 francs les moyens. Mais c'était pas une carte, on nous a parlé d'une carte illimitée, c'est vrai, c'est faux ça? Je donne cette impression, c'est que, effectivement... ce qui a été donné, ce n'était pas pour moi, je veux dire. Ces sommes n'étaient pas pour moi. Je les ai rendues, la preuve, c'est que j'ai rendu en intégralité les sommes reprochées. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas pour moi. Et que je ne pourrais pas dire pour qui elles étaient, sinon je prenais 10 ans de prison pour corruption de hauts fonctionnaires. Est-ce que c'est assez clair? D'accord, on comprend mieux. Alors, la vie fastueuse, j'ai pas rigolé tous les jours. Beaucoup de bémols. J'étais habillée parce que quand je suis rentrée chez Elf, j'étais à l'époque en jean basket. Je m'étais jamais habillée vraiment. Je faisais plutôt
plutôt ouais, sportive et tout ça. J'aimais pas, je m'habillais pas, je sortais pas, j'étais pas une femme du monde comme on peut penser. Donc quand je suis rentrée chez elle, Sylvia m'a dit il faut que tu t'habilles parce que tu vas aller à des cocktails, tu vas devoir te présenter. Alors je suis allée dans 2-3 grands magasins où on m'avait donné un budget pour aller m'acheter une robe de cocktail, un tailleur, des chaussures, des sacs corrects. Voilà. Alors tout ça, Eva Joly l'a trouvé et on a fait de Christine la Mata Hari, la courtisane. Ouais. Je suis une femme qui avait 2 enfants à charge, qui avait 11 000 francs par mois et qui a eu le malheur que une certaine somme sur l'affaire des frégates soit tombée sur un compte à mon nom et que je ne pouvais pas faire autrement, sinon on me foutait dehors d'Elf. Et de Torkelson, je ne faisais plus le boulot. D'accord. Voilà. Alors la vie fastueuse, je commence à en avoir assez. Aujourd'hui, je vis avec 700 € par mois. Oh là là, oh là là, oh là là. Merci. Et j'essaie de vendre mes livres et je suis blacklistée partout. Oh là là, vraiment. Voilà, alors qu'on ne me parle plus de vie fastueuse. Si au moins, non, mais c'est bien que les choses soient dites. On me dit... C'est bien. Oh, une fois, je peux le dire. On me dit, bonsoir, certains suspectent les réseaux Atlantis, Staybian d'être derrière les événements de mai 1968 et les émeutes de 2005. Qu'en pensent les invités? Moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que dans mai 68, bon, il y a eu une contestation globale en Europe, mais quand même, on ne peut pas manquer de se poser des questions, parce que l'extrême gauche, hein, Cohn-Bendit, Sauvageau, etc., tous ceux qui ont foutu le bazar dans l'université, on a su après qu'ils étaient très très manipulés par la CIA, financés par eux. Et souvenons-nous que De Gaulle s'était foutu à dos des Américains en les virant des bases, en virant les bases américaines de la France, en fermant par exemple Châteauroux, qui était un grand centre de commandement de l'OTAN, en disant non, c'est fini, la France sortait, etc. Donc quelque part, les Américains lui ont fait payer. Mais 68, c'est aussi après la guerre des 6 jours, où De Gaulle avait été très critique avec Israël. Et il n'avait pas ménagé l'agression israélienne vis-à-vis des pays arabes. Donc il avait l'ennemi américain et l'ennemi israélien. Donc ça faisait beaucoup. Donc mai 68, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont tiré des ficelles pour mettre De Gaulle en grande difficulté en France. En 2005, je suis également d'accord. Moi, il se trouve qu'en 2005, j'étais commissaire dans l'Essonne au moment des troubles, au moment des émeutes. Et j'étais même de permanence départementale pour l'Essonne le soir où les choses démarrent. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'étais avec ma voiture de police à un capitaine, et toute la soirée, on a passé à courir avec notre note de ton d'un endroit à un autre, à un autre. Il y avait une coordination des actions qui était stupéfiante. C'est-à-dire qu'il y avait des gars qui étaient hyper organisés, on nous avait signalé une voiture rouge, qui balançait des cocktails Molotov, qui foutaient des incendies. Ça ressemblait pas du tout à des actes spontanés de jeunes dans les petits jeunes qu'on nous a dit pas du tout. Et je peux vous dire que j'ai des souvenirs précis qui me reviennent. C'est que, par exemple, nous avait signalé le feu d'un gymnase. Au moment où il y a le feu dans le gymnase, après on nous dit qu'il y a une voiture qui flambe à 4 km. Et visiblement, c'était les mêmes qui avaient fait la même chose. Et moi, je me souviens d'arriver, il y a une voiture qui commence à flamber. En pleine nuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec mon capitaine? J'ai dit, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis planté devant l'immeuble et j'ai mis mon 2 tons à fond. Et les gens sont sortis et je leur ai tous dit, prenez vos clés, enlevez vos voitures. Parce qu'il y avait la première voiture qui commençait à brûler. Ah, ça allait faire... Donc, j'étais devant la cour, je mets le 2 tons et je dis, sortez les voitures pour que les gens n'aient pas leur voiture brûlée. Et après, on me dit, incendie dans une mairie, incendie... Il y avait une coordination des trucs qui était énorme. Ça ne ressemblait pas à, si vous voulez, un groupe de jeunes, ils sont 30 jeunes, ils vont casser un abribus, ils vont défoncer une vitrine, etc. Au contraire, le démarrage était vraiment quelque chose de coordonné. Moi, je l'ai constaté sur le terrain. Mais vous savez, vous n'êtes pas le seul à dire ça, parce que j'avais vu le témoignage d'un policier qui était resté anonyme et qui parlait de cette même constatation, qui disait, moi, ce qui m'a étonné voilà, il avait le même discours que vous, il disait ce qui l'a étonné sur le terrain de ces constatations, c'est justement la coordination des pseudo-émeutiers qui disaient qu'ils mettaient le feu à plusieurs endroits de la ville en même temps et qui disaient, mais ça ressemble pas du tout. Effectivement, ça l'interpelle. Alors, il n'allait pas jusqu'à justement dire machin, oui, qu'il y avait d'autres forces derrière, mais il se posait la question, il disait, c'est bizarre quand même que ces gens qu'on décrit, disaient, au contraire, moi je crois qu'ils sont très organisés. Souvenons-nous que déjà en 2005, le gouvernement Villepin avait déclaré aussi l'état d'urgence. Oui, tout à fait. Il n'a duré que 2 semaines. 2 semaines, oui, beaucoup moins longtemps que cette fois-ci. Et pareil, cette opération a servi aussi à la promotion de Sarkozy qui était mise à l'intérieur. Donc il faut toujours voir dans toute action à qui profite le crime.
si l'on peut dire. Ouais. Et là, je me souviens qu'avec l'histoire de l'insécurité dans les banlieues, Sarkozy avait bombé le torse et montré les muscles en disant « Je suis le grand sauveur de la France. Vous vous souviendrez de moi le jour des élections, je vous ai garanti la sécurité. » Bon, l'arroseur arrosé, le pompier pyromane, c'est aussi vieux que les tragédies grecques. Hein. On connaît très bien. Ouais. Donc les émeutes de 2005, j'ai quand même des doutes. Il y a eu l'histoire du pylône, là, les 2 gamins qui sont morts dans le pylône suite à une poursuite de police. Ouais. Je pense que c'est un malheureux fait divers comme il y en a. Comme il y en a, parce que moi c'est ça. Mais après, l'exploitation, elle est d'une autre nature. J'ai déjà eu cette discussion il y a fort longtemps avec des amis, justement, je leur disais, mais des faits divers comme ça, il y en a plein tous les jours. Ouais. Je prends le journal, oui, tel gamin qui est mort, tel bavure. Surtout, il y a l'audience. Il y a l'audience médiatique. Voilà, exactement. Et c'est ça qui a fait la différence. Parce que à partir d'un moment donné, comment se fait-il que l'ensemble des médias a dit ce fait divers-là, ça va devenir la une des journaux. Alors que des faits divers comme ça, je veux dire, il y en a toute l'année, tout le temps, etc. Et celui-là a fait la une, évidemment, de tous les médias, en provoquant, évidemment, des réactions. Remettons-nous toujours dans le contexte politique de l'époque, 2005. Chirac sort de son AVC sérieusement affaibli. Et les 2 rivaux à sa succession, c'est De Villepin et Sarkozy. Tout à fait. Donc, là, il y en a un qui doit briller, il est revenu à l'intérieur. Il faut que, s'il y a un peu de catch, si ça brûle, moi je vais être là. Bon, voilà. Et à partir de là, on a vu que celui qui a un peu profité des émeutes de 2005, c'est Sarko. Ah, clairement. Ouais. Parce que clairement, en plus, on va trafiquer un peu le listing clistring pour dire on veut torpiller ma candidature, on rajoute des noms. Le tour est joué et 2007 est là, en plus avec le financeur derrière. Voilà. Voilà. Bon, c'est une opération qui lui a clairement servi à Sarkozy puisqu'il est sorti grandi de ces émeutes. Hein. Très clairement. Très grandi, tout le monde a félicité, on a dit c'était le meilleur ministre, super travail, ministre de l'Intérieur, etc., etc. Encore de l'enfumage. Encore un bel enfumage, d'accord. Alors, on me dit, pouvons-nous avoir votre avis sur la montée du Front National? Est-elle voulue par l'État profond qui en fera un candidat idéal pour installer un État totalitaire ou craignent-ils véritablement une montée de ce parti? J'aime bien cette analyse parce que c'est vrai que le Front National peut être quelque part le fauné de l'État profond. Mais c'est des gens plus malins que le Front National et l'État profond, attention. Ils ont plus de pouvoir. Bon. Alors, la manip, si vous voulez, si on veut regarder attentat, élection. Parce que. Oui, c'est très corrélé. Attentats ont grandement servi le Front National. Je pense que grâce aux attentats, le Front National a dû gagner au moins 3 ou 4% des indécis, etc. Puis après, on fait machine arrière, on dit ah là là, le Front républicain pour éloigner le jeu du Front National. Ce qui fait que finalement, le Front National n'est qu'un instrument du système. C'est quelque chose, c'est un épouvantail qu'on agite. Oui, qu'on agite pour faire peur. Mais il ne sert globalement à rien. Et ceux qui votent Front National, hélas, c'est un vote qui est stérile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le négliger, c'est un vote de protestation, c'est un vote d'inquiétude, c'est un vote de repli sur soi. Bon, mais après, on aboutit à quoi? À l'État UMPS, c'est tout, qui prétend dénoncer. Donc finalement, le Front National ne fait que servir les gens les partis qu'il est censé combattre. Parce qu'on avait vu des attentats, on se souvient de la campagne de 2012, Mohamed Merah, c'était juste avant l'élection présidentielle, c'était pareil. Affaire très trouble aussi, Mohamed Merah. On ne peut hyper trouble. Quelqu'un qu'on nous dit qui travaille avec les services de renseignement, justement, parce qu'aujourd'hui c'est établi, visiblement. Mohamed Merah, un jeune qui était servi par la DGSI, il suivait son passeport. Il le suivait, puis d'un coup, il décide de l'abandonner en pleine nature. Au même moment, il fait un arsenal chez lui. C'est un garçon très fort. Il habitait au rez-de-chaussée, donc tout le monde le voit. Et il a 12 kalachnikovs, 2 bazookas, 50 grenades. Le type, c'est le roi de... C'est David Copperfield. Hein, et puis des versions, versions contradictoires. On nous raconte aucune enquête sérieuse. Aucune enquête, moi, ce qui m'a frappé dans l'histoire Merah, à l'époque, j'ai préparé ma campagne législative sur Paris. Donc j'avais un blog, j'étais très critique sur tout ce qui se passait. Il faut toujours voir les témoignages de terrain. C'est ce qui est le plus important. Moi, ce qui m'avait marqué sur Merah, c'est que les premiers assassinats se passent à Montauban. Et on nous dit que le gars, il prend sa moto, il prend la voie rapide, il va à Montauban. Et puis, paf, il tombe juste sur des légionnaires d'origine maghrébine. Il est quand même bien renseigné. On lui dit c'est un meurtre raciste. Et après, il va tuer des gens d'une école juive. Mais là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a des témoins de la première agression. Il faut voir les premiers témoignages.
Et ces témoins nous décrivent quelqu'un qui ne correspond pas à Mera. Il y a 2 braves dames qui voient un tueur asiatique avec un tatouage. Un type, il mesurait 1m70 avec un tatouage asiatique. C'est pas le portrait de Mera. Et puis plutôt costaud apparemment, pas du tout même. Donc, pareil, nous avons de l'enfumage, de l'intoxication, de la désinformation, tout ça pour faire peur dans les chaumières, toujours à la veille d'une élection. Toujours. Ouais, Toujours à la veille d'une élection. Ouais, parce qu'on a vu même, à l'époque, Claude Guéant venir directement après l'intervention nous expliquer en fait une fin d'intervention qui ressemble plus à une scène de John Woo avec caméra qui tire partout, puis on nous dit ah bah non, ça s'est pas passé comme ça. 2 jours après, la version a changé. Caméra tout seul dans sa salle de bain qui bloque le raid, armé jusqu'aux dents pendant 36 heures. Ouais, voilà, qui peut le croire? Non mais attendez, quand est-ce qu'on arrêtera de nous raconter des conneries dans les médias et qu'on prendra un peu les Français pour des gens adultes? Et hélas, apparemment, toutes ces histoires ont l'air de marcher. C'est ça qui est triste. C'est de voir que la manip, chaque fois, elle fonctionne. Il n'y a pas une lame de fond qui dit stop. Et si on ne dit pas stop, on aura de plus en plus d'histoires comme ça. Parce que même sur les derniers attentats, il y a des versions contradictoires qui commencent à surgir. Alors je le dis pour les sites Conspiwatch, etc. Allez voir, c'est le JDD, c'est le Figaro qui parle de ça, qui disent mais attendez, il n'y a pas de porte blindée, parce qu'on nous a expliqué à l'intervention de Saint-Denis, il y avait une porte blindée, le raid a mis des explosifs, mais la porte n'a pas explosé. Ça, c'est ce qu'on nous a expliqué dans les journaux. Puis aujourd'hui, on nous dit, ah ben non, finalement, il n'y avait pas de porte blindée. Ah bon? Et puis on nous dit qu'on a trouvé juste apparemment un pistolet 9 mm, mais aucune arme de guerre, rien. Et pourtant, on nous a parlé, je veux dire, c'était Bagdad, il tirait dans tous les sens, etc. Et on n'a même pas retrouvé une Kalachnikov, rien. Comment ça se fait? Et aussi, autre fait qui m'a beaucoup interpellé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que ça, c'est quelque chose qui a très peu été remarqué. Le jour de cette intervention, on nous a expliqué partout qu'il y avait 2 personnes qui ont été retrouvées dans les gravats. Ça a été expliqué partout. J'ai même fait les copies d'écran parce que j'ai vu que c'est une information qui commençait à disparaître. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit. Donc, j'ai fait des copies d'écran des journaux qui mentionnaient évidemment cette arrestation. Or, quelques jours après, on nous dit les 7 interpellés ont été relâchés, y compris ceux qu'on a retrouvés dans l'appartement. Ouais. J'ai trouvé ça assez stupéfiant, pas d'explication, rien. On retrouve 2 personnes qui sont là. Au moins, même qu'on nous dise, bon bah ça n'avait rien à voir, je sais pas, qu'on nous donne une explication, ah oui, elles étaient là, mais c'est pas de leur faute. Non. Rien. Il est évident que sur toutes les affaires de terrorisme, on n'a pas la transparence élémentaire. C'est-à-dire que on devrait connaître exactement le nombre de victimes, qu'est-ce qui se passe, voir le corps des terroristes, dire comment ils sont faits. Ça, on les voit jamais. On les voit jamais. Quand on en capture des vivants, alors le propre, je dirais, c'est le même scénario depuis Human Bomb. Je chiffre l'état profond à Human Bomb. Alors Human Bomb, c'est intéressant parce que c'est une affaire qui se passe 10 jours après la mort de Bérégovoy. Ouais. Alors quelque part, je l'analyse comme un échange de mauvais procédés, pas de bons, un échange de mauvais procédés. C'est-à-dire, on va faire oublier Bérégovoy avec Human Bomb. C'est-à-dire une magouille de gauche pour une magouille de droite. Human Bomb, extraordinaire. Un type tout seul qui prend sa voiture à 7 et qui aboutit comme par hasard à Neuilly, la ville de Sarkozy, et dans laquelle il ne parle pas, il tend un petit papier en disant ses revendications, et il demande une rançon de 10 millions de francs, que Sarkozy lui-même ira chercher. Voilà. Et après, le Human Bomb est tué dans son sommeil par le raid. Pas d'interview, pas d'affaires disparues, etc. Bon. Eh bien, je dirais de Human Bomb jusqu'à Mera, jusqu'à nos attentats actuels, on a des constantes dans ces opérations. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais l'auteur exact, on ne sait pas ce qu'il veut, c'est fumeux, c'est pas clair. Je précise que le 13 novembre, on n'a pas de revendication comme on avait par exemple des attentats de l'OLP. Les gens, ils veulent quoi là? Ils demandent quoi? Non mais on ne sait pas. Bon, on est en état d'urgence, on tue des gens à Paris, et les revendications, c'est... Alors attendez, ils se vengent. Alors est-ce qu'ils se vengent parce qu'on envoie des avions sur Daesh? Est-ce qu'ils se vengent? Ou est-ce qu'ils voudront au contraire l'armée française y aille plus? Parce que c'est ce qu'on a fait. On a dit, non, on continue les bombardements. Donc, si c'est une vengeance pour les bombardements, on risque plus encore. Donc, vraiment, il n'y a pas de cohérence. Bon, ce qu'on a vu quand même, c'est que la politique a un peu changé. C'est qu'on s'est mis à discuter avec Poutine. Avec Poutine. C'est un renversement. Et il faut voir aussi que du côté américain, il serait maladroit de dire qu'il y a une politique américaine. Il n'y en a pas une, il y en a 2. Il y en a 2, Il y a celle d'Obama et il y a celle du lobby militaire industriel qui n'est pas la même.
Donc visiblement, Obama, il veut calmer le jeu pendant que les autres, ils veulent... Oui, c'est ce qui semble qu'il y a deux tendances dans le gouvernement américain. Ils veulent l'empirer. Donc finalement, il n'y a pas une voie américaine, il y en a deux. Puis maintenant, on est à 1 an d'élection. Donc maintenant, discuter avec Obama, c'est presque le passé. C'est bien qu'il aille faire des petites bouffes parce que l'avenir, c'est plus lui. Mais est-ce que l'avenir, ça a été lui? Est-ce qu'il a pris des grandes décisions, Obama, pendant ces 2 mandats? Je dirais, à part se réconcilier avec Cuba, et puis l'autre mesure aussi importante, bon, il a fait le welfare state dans l'intérieur, l'autre mesure, là où il a réussi, c'est la fin du conflit avec l'Iran, là aussi. Ouais. La fin de l'embargo avec l'Iran, etc. Bon. Mais sur le plan de la discussion avec la Russie, il y a eu un grand recul, on est revenu dans la guerre froide. Avec la Chine, ça ne s'est pas non plus arrangé. Ouais, c'est détendu. Et puis avec l'Europe, franchement, il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est l'histoire de l'Ukraine. Parce que l'histoire de l'Ukraine, souvenez-vous, la guerre en Ukraine, etc. Pareil, c'est un conflit que l'OTAN a créé aux portes de Moscou. Pareil, pour essayer de... Bon, alors, le bilan d'Obama, il n'est pas extraordinaire. Assassinat par drone aussi, apparemment, Obama s'est spécialisé dans l'assassinat par drone. Oui, apparemment, c'est le président qui a donné le plus d'ordres d'assassinat par drone. Par drone. Ouais. C'est ceux qui survolent l'Elysée de temps à autre, les petits drones. ça, on l'ignore. Alors, j'ai une question de Kamel, on lui passe le bonjour. Il dit est-ce que les invités voient un rapport entre le scandale Elf, pompe Afrique de l'État, et le rachat de cette dernière par Total, société beaucoup moins grosse et privée, qui paie très peu d'impôts en France? Alors, Christine pourra sans doute répondre, mais moi je pense que on a voulu noyer Elf, qui était devenu un synonyme de scandale et de détournement de fonds, dans Total. Je pense qu'au départ, Elf, les Américains y avaient intérêt à ce que Elf disparaisse. Ouais. Moi, j'entendais à l'époque, Sirvin et Le Floch qui disaient qu'un de ces quatre, ils allaient absorber Total, ça ferait plus qu'un gros trust. Donc tout ça, ça devait pas trop plaire là-bas outre-Atlantique. Et je pense que effectivement, ensuite, il y a eu cette affaire qu'Eva Joly a fait exploser avec Jaffré. Et ça entachait quand même beaucoup le nom de Elf Aquitaine, comme d'ailleurs au moment des frégates, où moi j'ai commencé à écrire sans arrêt sur les frégates Taïwan, Thomson, la corruption, et vous vous souvenez qu'on a débaptisé Thomson en Thalès, parce qu'il paraît que j'avais foutu le bazar partout avec mes histoires, voilà. Parce que je parlais trop. Ah bah justement, on nous dit, alors là, c'est une demande d'un métanote, il dit « C'est bientôt Noël, Madame de Vieux-Joncourt, n'auriez-vous une idée de liste en 15 noms à nous donner ?» On va pas prendre trop de risques. Non, soyons prudents. Soyons prudents. Faire sauter Méta TV ce soir. Oui, voilà, ils sont gentils les métanotes. Je pense. Soyons prudents. Voilà. Si vous saviez comment je me contiens. J'imagine. On me dit que ça... Je voudrais raconter une petite anecdote, il n'y aura pas de nom. Ah oui. Soyez tranquille, vous n'allez pas disparaître demain. D'accord. Un jour, j'arrive dans la tour Elf, dans les derniers étages, je pousse la porte d'Alfred Sirvin. Il est derrière son bureau, les téléphones sonnent partout, il a son gros cigare, il s'énerve, il éructe, la fumée, le machin. Alors il me fait signe d'entrer, de m'asseoir, alors j'attends, et il parlait, et d'un seul coup il met l'ampli, et j'entends une voix de femme. Eh bien c'était une ministre de l'époque, donc on est en 80, combien, 89, 90. Et c'est une ministre qui lui fait une scène parce qu'elle veut un appartement, elle veut que Elf lui offre un appartement. Et il s'est exécuté. Et c'est un superbe triplex. Elle l'a toujours? Oui. Et moi, je l'ai visité par hasard. Et c'est somptueux. Il l'a payé. Donc, vous voyez comment ça se passait. Il faut qu'on leur donne du travail à ces gens-là. Service central de prévention de la corruption. Donc je vais poser les dernières questions parce que là on a grave dépassé. Alors on me dit, que savent les invités d'Edoui Pellénal qu'on a suspecté de bosser pour les services américains? Bah ça c'est ce que t'expliquais un peu tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a toute une petite bande là. On se demande s'ils n'ont pas pas coquiné. Je pense qu'il y a eu des liens importants entre Plenel et les services américains. Cela dit, maintenant le travail que fait Mediapart pour amener plus de transparence, moi je salue leur travail. Ouais. Moi je dis bravo parce que c'est pas la presse française qui le ferait. Ils sont à la traîne. C'est eux qui dénoncent. Non, moi je dis bon, il a eu son passé, Plenel sans doute, mais le boulot
boulot qu'il fait maintenant est méritoire. D'accord, ok. Parce qu'il y a toute une petite bande comme ça. Ouais. Je salue le Et boulot. pourtant, je lui en veux une pelée, hein, parce que c'est lui. J'ai fait les pages du Monde. Ouais. Tous les jours. Non. À l'époque, on était au Monde, à l'époque. Ouais. Tous les jours, mes interviews, entre guillemets, avec Eva Joly, Gattegno au petit déjeuner le lendemain matin et tout dans le Monde à 14h. Ah ouais, 14h, C'est ce que j'avais dit la veille dans le bureau d'Eva Joly. Plenel, je ne le félicite pas et Gattegno non plus. Mais je savais que Plenel avait une dent contre Mitterrand et Dumas. Donc, et surtout contre Dumas, puisqu'un jour, j'avais rencontré, quand j'ai sorti Opération Bravo, Gattegno a demandé à me voir, il est venu me chercher chez Plomb pour m'inviter à déjeuner. Moi, j'aimais pas trop, mais enfin bon, je voulais voir ce qu'il voulait. Et il m'a regardé méchamment et il m'a dit, vous êtes en train de rendre service à Dumas dans ce livre. J'ai dit, je vois pas comment je peux rendre service. Je raconte comment ça se passe, c'est tout. Je tiens pas à rendre service à personne. D'abord, je veux d'abord sauver ma peau parce que je commence à en avoir assez. Et puis là, il me regarde, il me fixe dans les yeux comme ça et il me dit, j'aurai la peau de Dumas, c'est clair? Comment un journaliste peut dire des choses pareilles? Là, c'est la presse, ça fera un autre sujet, t'es pas. Ah bah ouais, je crois que cette émission, il va falloir qu'on en fasse une deuxième. Alors, on me dit encore... Alors, à vous entendre, l'élection et les partis politiques sont donc la source de beaucoup de maux. Avez-vous une solution? Il faut quoi? Il faut aller voter? Il faut arrêter de voter? Non, il est indispensable maintenant, à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, etc., de repenser le système politique. Je crois qu'on ne peut plus continuer comme avant en disant on met un petit bulletin dans le papier, et puis etc. Non, ça fait vraiment obsolète. Moi, je dirais que ça fait vraiment... Ça fait obsolète. En plus... C'est fini. C'est fini tout ça. En plus... Et moi, je voudrais quand même vous poser une question. Oui. Aujourd'hui, élire un président, ça sert à quoi? Ouais. Vous parliez d'Obama tout à l'heure. Mais Obama, vous croyez qu'il a les coups des franges? Non, pas du tout. Obama a été mis en place, c'est une marionnette. Bien sûr. Et il fait ce qu'on lui demande. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, en Europe et en France, moi je regarde mon pays, je pense que c'est exactement la même chose. Ouais. Depuis Sarkozy et Hollande, ce n'est plus eux qui dirigent le pays. C'est de plus en plus évident. Hein. C'est de plus en plus évident. Et c'est pire. C'est de plus en plus évident, oui. Là, aujourd'hui, moi, il y a quelque chose que les Français, je sais qu'ils le vivent très mal. Comment Hollande a pu dire au Bourget, mon seul ennemi, ce sera la finance. Et 2 jours après, il signe avec eux. Vous trouvez qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ouais. C'est fini. Il y a quelque chose, des gens en haut qui posent les gens en place, qui les mettent en place et qui les dirigent, comme les marionnettes. On n'a plus, c'est fini, il n'y a plus d'indépendance en France. Vous pouvez mettre n'importe quel président, ça ne changera pas. Enfin, je ne sais pas, c'est ce que je pense comme ça. Ouais. Mais je crois que c'est foutu là. Ouais, là, ça semble vraiment foutu. Ça semble vraiment foutu. Non, parce que c'est vrai que l'État, décomposition de l'État, comment on peut faire pour lutter? C'est ça, en conclusion, justement. Mais je dirais, je ne veux pas qu'on termine sur une notion trop négative. Non, il faut pas parce que on a quand même, on a des ressources. Moi qui suis un grand admiratif du général de Gaulle, je dirais, regardez, en 40, la France semblait ratatinée, était vaincue par Hitler, etc. Il y a eu un sursaut. Bon, maintenant, l'époque est complètement différente. Mais quelque part, on vit un autre cataclysme intérieur et différent. C'est-à-dire qu'on est dans une déstabilisation permanente, on est dans des chocs médiatiques, on en reçoit plein la tête. Mais quelque part, je pense que de plus en plus de gens quand même réfléchissent et se disent que derrière tout ça, il y a quand même une manipulation qui devient de plus en plus grosque. Et insupportable. C'est insupportable, voilà. La seule chance qu'on ait, je crois, c'est Internet. Oui. Sinon, et puis des télévisions. Voilà. Et puis des télévisions indépendantes comme Meta TV ou d'autres. Plein. Bien sûr. Et maintenant, il y aura de plus en plus de gens qui n'iront pas voter ou des abstentionnistes. C'est la génération Y, la génération qui grandit avec Internet, qui ne lit plus les journaux, qui ne lit même plus les livres, qui ne fait qu'être sur les réseaux sociaux. Il y a de l'information instantanée. Mais ces jeunes sont de plus en plus critiques. On ne peut pas les manipuler comme nous du temps du papier où on sortait le journal disait la vérité. Oui, tout à fait. Et où le député sortant, il avait acheté les canards locaux et il savait qu'il aurait son matelas des lecteurs. C'est fini. Moi, je pense qu'il faut imaginer autre chose. On doit avoir des institutions stables, mais derrière, on ne peut plus dire le gars pendant 5 ans ou 7 ans, il fait ce qu'il veut. C'est plus possible. C'est fini dans notre époque. Donc, il y a une autre démocratie à imaginer, à inventer, mais avec d'autres personnes. Moi, je pense que la classe politique, si on peut terminer, gauche ou droite, elle est contaminée par la corruption. On ne peut pas y faire grand-chose. Ça remonte à loin. Il faut qu'on fasse avec ce qu'on a.
essayaient de limiter la casse, essayaient d'un peu moraliser le système, parce que comme je l'ai dit, la corruption, c'est tous perdants. Plus il y a de corruption, plus on perd. Et comme le disait Tacite, plus l'État est corrompu, plus il multiplie les lois et les règlements. Et nous assistons à ça. On multiplie les lois, les règlements. On a réussi à culpabiliser les Français. Maintenant, il y a un tel nombre de radars sur la route. Il y a l'alcoolémie zéro. On chasse tout. On est dans un système ultra policier, ultra répressif. On culpabilise tout le monde. Combien de temps ça va durer? Un moment, les gens vont exploser. Je crois que... À un moment donné, je pense. On va exploser. À la répression, on ajoute la peur et l'angoisse. À bout d'un moment, on va se dire, mais on devra refaire une révolution. Et ça, c'est dans le cœur du peuple français. Et quand je dis le peuple français, c'est pas que les Blancs. Moi, je suis sûr qu'en France, il y a des gens qui sont d'origine maghrébine ou africaine, qui veulent vivre à la française. Et eux aussi, ils sont héritiers de notre façon de vivre. Un beau jour, ces gens-là disent, stop, on veut retrouver la France qu'on a aimée. Et avec Mitterrand ou même Chirac, on avait des dirigeants qui aimaient la France. Depuis Sarko, c'est la dégringolade. On a des gens qui sont dans les mains de la mondialisation. Voilà. Et si Dumas est critique et il exprime des critiques, c'est parce que lui, il a connu ce monde où la France pesait, on l'écoutait, on était encore un grand pays. Moi, je dirais Mitterrand, sur le plan international, était un grand président, même si je suis très critique vis-à-vis de lui. Dumas était un grand... Et même Dumas était un grand ministre des Affaires étrangères. Il était reçu avec les honneurs, etc. Il a porté haut le drapeau de la France. Je crois Juppé... Avant, oui, le Juppé avec Sarko, non. Oui. Voilà, on voit la différence. Alors, depuis 10 ans, on voit bien que nos hommes politiques, nos élites, sont de plus en plus, contraints, achetés, sous domination, sous influence. Je crois qu'un jour, le peuple français va les virer parce qu'on ne veut plus des gens comme ça. On veut retrouver des gens qui ont une autonomie de décision en France. C'est malheureux que tout ça, ça soit que dans le creuset du Front National. On n'est plus en France, on est en Europe. Voilà, on est en Europe. Mais un jour ou l'autre, on voudra revenir en France, la France qu'on a aimée, qu'on a voulu, qu'on a bâtie, et plus ce no man's land dans lequel on ne décide plus rien, et dans lequel on pourrait avoir 3 ou 4 millions de migrants, on n'en sait rien. Parce que la déstabilisation du Moyen-Orient, c'est de nous amener aussi des tas de populations qui vont nous faire réagir. Et un jour, la crainte, c'est que la France soit dans l'autodéfense, qu'on diffuse des armes en masse, et qu'on finisse comme aux États-Unis, avec des règlements de compte, des tueries, etc. Il faut faire attention aux dérives américaines extrêmes qu'on peut avoir en Europe. D'accord. Faut faire attention. Parce que là, on vit une ambiance un peu comme post-11 septembre pour les États-Unis, il y a une quinzaine d'années, un peu. Avec des nuances. Avec des nuances. Mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas une dérive comme ça, c'est sûr. Et alors, question subsidiaire, est-ce que les mouvements d'opposition, un peu justement comme les médias indépendants, etc., est-ce que nous, on a à craindre justement quelque chose de ces services de renseignement à terme, ou est-ce qu'on peut se faire affiltrer? Moi, je ne peux pas vous le dire, mais je dirais que vous avez, comme vous êtes des gens de liberté, vous donnez la parole librement, vous devez être vigilant. D'accord. Vous devez faire attention. Parce que moi, je pense que vous faites pour la démocratie et pour les valeurs de notre République, c'est plus important que ce que faisait Charlie Hebdo. Je suis désolé de le dire. Moi, je n'approuve pas les attentats, mais de critiquer tout à tort et travers et de faire des blasphèmes en permanence, respectons les croyances. C'est pas la peine de faire de la provocation en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites avancer les choses. Les gens qui font de la caricature et de l'insulte, ils les font reculer. Ils vont dans la logique de la violence, dans la logique du terrorisme. Et pas vous, vous êtes dans la logique de la discussion, de l'échange. C'est ça qui est positif. Vous méritez plus, vous, des subventions que les journaux qui prennent des millions d'euros. Merci. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup, Christine. D'ailleurs, vous êtes tous les deux les bienvenus sur l'antenne. Parce que de toute façon, ça méritera peut-être encore une autre émission. Oui. Le parti, c'était très intéressant. Voilà. On va se revoir, pas de souci, on ira en Dordogne vous voir.